aujourd'hui. Et nous vous invitons dans un lieu magique, la librairie de Paris, aussi bien magique, oui c'est très bien, aussi bien magique par l'endroit que par l'odeur, je ne sais pas si vous avez senti, hein, c'est où on est. Et donc merci Alexandra et de nous accueillir pour la première fois dans ce lieu-là, puisque vous savez que les cafés Sciences et Philo ont lieu au Café des Jardins. Alors on n'a pas abandonné non plus le Café des Jardins. On va continuer à faire certains cafés Sciences et Philo au jardin, et de temps en temps, peut-être, si Alexandra nous accueille, nous ferons des cafés Sciences et Philo à la librairie de Paris. Donc merci beaucoup de nous accueillir aussi bien, et j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Alors, cette soirée, elle a pour thème, quand on a dit qu'on allait faire la librairie de Paris, c'est-à-dire on va faire au mois de mars, quel sujet qu'on va traiter? On s'est dit, ben mars, on va faire mars au mois de mars. Donc le sujet, c'est Mars, la planète rouge, sujet vieux comme le monde, de l'Antiquité. Moi je me rappelle de ma petite enfance, les histoires des Martiens, il y en a un là sur l'échelle qui a été convié aussi, les petits hommes verts, et puis même encore ça continue avec toute l'exploration de la robotique, l'exploration, et puis le fantasme, les futurs voyages, puisque c'est un objectif prévu pour les humains dans l'avenir. Bon, de multiples fantasmes liés à la planète Mars. Donc vous pourrez en discuter librement avec nos deux intervenants, qui sont Pierre Thomas, qu'on connaît depuis longtemps. Quand on était avec le Planétarium, on a eu de nombreuses et merveilleuses conférences sur Mars et autres au Planétarium avec Pierre Thomas, qui est professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon. Émérite, ça veut dire retraité. Alors, exactement. Et Arnaud Pontier. Alors, ils se présenteront chacun pour vous, mais Arnaud Pontier, qui est écrivain, entre autres, parce que j'ai lu dans votre CV, que j'ai regardé sur Internet, que vous êtes multitâche, multifonction, multi-activité. C'est impressionnant, c'est vrai, exactement, mais qui est écrivain aussi, et qui a écrit notamment un carnet de bord, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, un carnet de bord sur un premier voyage sur Mars, un récit de voyage sur Mars. Voilà, donc on garde notre esprit scientifique, littéraire. Ils vont tous les deux vous parler sur le sujet pendant 10 minutes, et après les questions sont dans la salle. Comme d'habitude, vers 8h30 on arrête, Jacques nous fait un petit quiz humoristique, parce que une petite récréation. Alexandra nous fera une bibliographie sur le sujet, comme d'habitude aussi, comme elle le fait à chaque fois. Et puis on reprend jusqu'à 9h30, et à 9h30 on va se coucher. Voilà, bonne soirée, et merci à vous encore. Vous avez la parole, alors qui veut commencer? Première décision à prendre, il y en a un qui commence. Vous parlez dans le micro. Jean, micro. Il y a un enregistrement. C'est moi. Donc je suis le scientifique de service. Je suis géologue, absolument pas astronome. Donc pour moi, les choses qui comptent, c'est du caillou. Enfin, je m'appelle Pierre, c'est mon prénom. Je crois que ce que je vois et ce que je peux toucher, mon nom c'est Thomas. C'est tout un programme. Alors, j'ai ramassé des cailloux depuis l'âge de 8 ans, et je continue encore. C'est génial de faire un métier qu'on aime. Alors sinon, j'étais officiellement enseignant-chercheur, et suivant les périodes de ma carrière longue, j'ai des fois plus fait de recherche, j'ai même été à un moment aussi pendant 8 ans au CNRS, où je faisais que de la recherche. Et puis après, maintenant, depuis la fin de ma carrière, j'ai plutôt forcé sur l'enseignement et la diffusion des connaissances, d'où quelques conférences dans un planétarium perdu au fond d'une petite ville de province. Je parle de Vaux-en-Velin, bien entendu. Donc, on m'a demandé de me parler de moi, donc j'ai fait de la géologie. La géologie, c'est faire parler les roches, les paysages, les cailloux. C'est pas mettre de l'acide sur un calcaire et voir que ça fait des bulles comme on faisait en quatrième quand on était petit, pas pour les vieux. Maintenant, en quatrième, on souligne les moins importants, donc on fait plus rien, donc on n'en parle plus. Donc, c'est faire parler les roches, etc. Que ce soit les roches sur Terre ou les roches ailleurs que sur Terre. Et les roches ailleurs que sur Terre, jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était avec des photos des prises par les sondes, essentiellement américaines, un tout petit peu pour Mars, 99% américaines et une européenne. Toutes les sondes soviétiques autour de Mars ont raté. Le contraire de Vénus, elles ont presque toutes réussi. C'est comme ça. Donc on faisait parler les photos, etc.
Et puis depuis, alors un tout petit peu viking, mais enfin surtout depuis 2004, il y a 3 robots mobiles qui se sont posés sur Mars et qui font vraiment de la géologie, c'est-à-dire qu'ils roulent, ils s'approchent d'un endroit, ils regardent, ils analysent comme ça, ils mettent le nez sur le caillou, ils grattent, ils font des analyses, ils voient des détails, grosso modo, comme si vous prenez un caillou, vous mettez votre loupe, vous jetez du géologue comme ça. Et avec, donc, il y en a eu un qui a duré, il y en a 2 qui sont arrivés à 2004, il était prévu, garanti, 3 mois 600 mètres, 3 mois, bon j'ai un bel organe, hein. 3 mois 600 mètres. Alors, je permets juste de parler dans le micro. C'est pour l'enregistrement de la vidéo qu'on fait de notre café uniquement. Et je dirais pareil les spectateurs tout à l'heure quand vous prenez la parole, si vous voulez bien parler dans le micro. Donc ils étaient prévus pour 3 mois 600 mètres, mais comme les Allemands qui ont fait des blocos qui durent encore, les Américains ont fait leur sonde de voyage Opportunity, qui a roulé 40 et quelques kilomètres et qui a duré 14 ans. Donc vous voyez que ça. Et il a trouvé des choses, je pourrais pas vous dire ce qu'il a trouvé, mais grosso modo, il est allé chercher si Mars était habitable dans le temps, pas habité mais habitable. La réponse est oui. Il y en a un autre qui a duré moins longtemps et qui était dans des terrains moins favorables, qui n'a grosso modo pas apporté de réponse à cette question, mais qui a apporté des choses sur le volcanisme et tout ça. Ces 2 missions sont mortes de leur belle mort, dont une qui a fait durer, puisqu'elle a duré 14 ans, l'autre n'en a duré que 4. Et la 3e mission, qui est arrivée en 2012 et qui marche encore très bien, qui s'appelle Curiosity, fait pareil du terrain, elle se promène et analyse, et vraiment on peut faire de la géologie. Il faudrait que vous m'invitiez faire une conférence sur faire de la géologie du terrain sur Mars, vraiment les méthodes de la géologie appliquées au ras du sol astronomique. Et puis il y a d'autres sondes, une sonde qui est à la mode actuellement, qui s'est posée il y a 3-4 mois, et qui a mis en place pour la première fois un sismographe. Et on saura enfin s'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de Mars. Et pour l'instant, on ne le sait pas encore. Si ça bouge, de toute façon, on sait que ça bouge beaucoup moins que sur Terre. Il est prévu de durer, on va dire, 1 an martien et 2 ans terrestres. Et on espère bien que dans cette année martienne, il y aura un tremblement de Mars. Donc voilà, je pourrais vous poser toutes les questions sur le Mars. Et puis pourquoi on y va finalement? Pourquoi dépenser des 1000 et des 100 pour aller sur Mars? Alors les 1000 et les 100, je vous le dis tout de suite, c'est pas des 1000 et des 100. Une très grosse mission comme Curiosity, c'est 2,5 milliards de dollars. La fraude fiscale en France, c'est 80 milliards de dollars en France, annuels. Donc c'est pas sur le spatial qu'il faut faire des économies si vous voulez trouver de l'argent. Donc dites pas pourquoi ça coûte vraiment pas cher. C'est comme un opéra, ça ne sert à rien, mais c'est beau l'opéra. Explorer Mars, il n'y a pas de retombée immédiate, sonnante et trébuchante pour des gros capitalistes, mais c'est quand même génial de savoir comment marche la planète. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Alors, vous avez chronométré, il ne faut pas qu'il me dépasse. Bonsoir tout le monde. Vous êtes venus pour entendre parler de Mars, donc je ne vais pas vraiment vous parler de moi. Je dirais qu'avec mon nom, si vous tapez sur Internet avec mon site, vous saurez à peu près tout de mes 19 métiers différents et des 40 pays que j'ai visités. Pour le reste, ce qui compte, c'est ce que j'écris. Donc en parlant de Mars, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les premiers textes scientifiques sur Mars datent de 1800 avant Jésus-Christ. Voilà, donc on est vraiment en Mésopotamie, c'est là qu'on commence à s'intéresser en Mars. Au niveau de la littérature, vous avez le premier bouquin qui a été écrit en littérature sur Mars, c'était des rêveries d'un prêtre jésuite allemand en 1656. Juste derrière, vous avez un Suédois en 1700 qui va écrire également en 48, qui va écrire des rêveries sur Mars. Et puis vous avez une dame, Marianne de Roumier, qui en 1787 va écrire également sur Mars. C'est vraiment les 3 premiers romans sur Mars. Ensuite, vous allez avoir, au cours de l'histoire, différents romans, mais ça va vraiment se développer uniquement dans les années, on va dire, 1890, parce que ce sont les scientifiques qui vont amener cette littérature. Alors au début, ça ne s'appelle pas de la science-fiction, ça s'appelle du merveilleux scientifique. Mais les premiers, c'est Schiaparelli, évidemment, qui était astronome, qui lui a dit, écoutez, sur Mars, il y a des canaux. Les canaux de Mars. Il faut savoir que dans les bouquins d'astronomie, jusqu'en 1950, vous aviez les canaux de Mars. Et des gens y ont cru jusqu'à Mariner 9, c'est-à-dire 1971.
Donc c'est pas si vieux qu'on a abandonné les canaux de Mars. Et puis dans les années 1800, vous aviez Camille Flammarion, qui était un astronome aussi, mais qui a écrit d'abord la pluralité des mondes habités, etc. Il a écrit Uranie, il a écrit Stella, il a écrit énormément de romans martiens. Et puis vous avez des gens beaucoup plus connus, Maupassant en 1883, qui a écrit également sur Mars. Vous avez ensuite toute la littérature anglo-saxonne, on y reviendra peut-être. Toute cette littérature qui est née vraiment grâce aux scientifiques, avec les scientifiques, on ne peut la comprendre que si on s'intéresse à la mythologie. Pourquoi ? Parce que l'idée du martien qu'on a, elle vient du nom Mars. Mars, si je résume un petit peu, le dieu de la guerre, mais pas seulement, puisque Arès était le dieu de la fertilité, c'était le dieu de la végétation. L'idée de végétation, c'était l'idée d'une altérité biologique qui soit végétale, donc vert. C'est comme ça que les premiers martiens sont apparus verts. Et oui, parce que c'était cette altérité. Parce que Mars finalement, comme Dieu, n'est devenu guerrier que parce qu'il avait épousé une femme Bellone qui était la déesse de la guerre, mais il a été enfanté, lui, par Junon, il a été enfanté par Junon, mais Junon elle-même a été enfantée par une fleur, et non pas par Jupiter. Donc c'est pas le vrai fils de Jupiter, c'est le fils d'une plante avec Junon. Et c'est toute cette histoire scientifique, mythologique, qui fait que c'était le petit homme vert. Ensuite, cet homme vert qu'on appelait Little Man, jusque dans les années 50, est devenu Little Green Man à partir de cette date. 1954, Martian Go Home, qui était un livre humoristique où un écrivain en mal d'inspiration, on toque à sa porte, il ouvre et il y a un petit homme vert avec une grosse tête qui l'apostrophe et on apprend qu'il y en a 1 milliard sur la Terre et leur problème c'est qu'ils disent toujours la vérité à tout le monde. Donc ça fout un bazar sur Terre pas possible. Et à partir de là, cette revue de science-fiction américaine a publié ça en 1954 et c'est devenu l'image qu'on connaît aujourd'hui du petit homme vert, du martien. Alors pourquoi une grosse tête ? Parce que, Schiaparelli et Percival Lowell, des scientifiques, imaginaient que la planète Mars, s'il y avait des canaux, c'est qu'il y avait une civilisation qui était plus évoluée que la nôtre. Donc qui dit plus évolué dit plus mécaniste. Donc quand on se sert plus d'outils que de ses mains, la tête grossit, le corps diminue. On n'a plus besoin d'être fort. Donc, voilà comment est né le petit martien, grosse tête et vert. Voilà. Donc, je pense comme introduction, c'est ça. Ça vous donne l'idée et la base. Après, tout ce qui est question de littérature, vous avez une centaine de romans, dont à peu près 70 encore disponibles sur Mars. On ne compte pas la BD, on ne compte pas encore tout ça. Donc, il y a une énorme littérature sur Mars. Vous n'aurez pas que des petits hommes verts, vous aurez des hommes volants, comme dans Camille Flammarion, par exemple. Vous aurez des êtres avec des yeux, 6 yeux pédonculés. Vous aurez ou 3. Vous aurez des hommes gris, comme on a vu à Roswell. Vous aurez différents types de martiens. Et puis, pour aller évidemment les rencontrer, soit vous faites comme moi, vous allez vraiment sur Mars, et vous racontez le récit, mais à part moi, personne n'y a été. Soit vous utilisez des méthodes, ça peut être transmetteur de matière, ça c'est triste, ça peut être également une machine à explorer le temps, qui va servir à y aller. Ça peut être la métapsychique. Dans les années 20, c'est Alan Kardec, c'est tous les médiums. Dans petite parenthèse, dans ces années-là, les médiums parlent aux morts, mais ils parlent aussi aux martiens. Et certains, Helen Smith, une Suisse très connue de l'époque, écrivait même en martien. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous lire des passages en martien. Alors, déjà, Mars en martien, c'est bas. Voilà, c'est déjà le nom. Donc, vous avez les médiums, donc c'est aussi une manière de rentrer en contact. Donc, il y a plein de moyens, finalement, de rentrer en contact avec des martiens. Moi, j'en ai pas vu en y allant, mais c'est pas dit qu'ils n'existent pas. Peut-être sous la Terre, ce qui tremble, c'est peut-être eux. On verra. Voilà. Qui veut poser la première question en lançant un sujet ? Pardon, j'en ai plusieurs. Déjà, Mars, vous avez parlé qu'il y a une littérature assez importante et ancienne. Donc Mars a été découvert à peu près à quelle époque ?
Et Mars voit l'œil nu, il n'a jamais été découvert. ouais, d'accord. Depuis que l'homme a des yeux, il voit Mars. Les mouches voient Mars. Je ne sais pas ce qu'elles en font, mais elles le voient. D'accord. Et alors, vous parlez de petit homme vert, et je vois Mars, la planète rouge. Pareil, planète rouge, ça a apparu à peu près à quelle... Vous regardez Mars dans le ciel, elle est orangée. D'accord. Rouge, c'est un peu forcé, Ouais. mais si on en a fait le dieu de la guerre, c'est passé à la couleur du sang. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Voilà, Mars, voilà, c'est à peu près, c'est moins que ça, mais enfin, c'est rougeâtre. Et j'en ai une dernière. Vous avez parlé de sonde. Comment on envoie une sonde? Enfin, quel temps il faut pour envoyer une sonde À sur peu Mars? près le même temps que pour faire un bébé. Je ne parle pas des 5 minutes, hein, je parle des 9 mois. Il faut à peu près 9 mois pour aller sur Mars. Très bien. Merci. Oui, bonsoir. Je voudrais une précision, je ne comprends pas ces différentes échelles de temps entre Mars et la Terre. Vous avez parlé tout à l'heure d'un an en Mars et 2 ans sur Terre, c'est ça? Je ne comprends pas. Ouais. Si on a 8 ans sur Terre, on a 16 ans sur Mars. Une année martienne. Une année martienne, c'est 1, en gros, c'est 2 ans. Hein. Mars, mais 2 ans, enfin, mais 2 ans terrestres pour faire le tour du Soleil. Voilà, donc, c'est pas très long. Si vous allez sur Pluton, là, c'est 240 ans pour faire le tour du Soleil. Alors, les hivers sont longs. Hein. Et la journée, pendant que j'y suis, est à peu près la même que sur la Terre. La journée fait 24h30 à peu près. 37 minutes. 37 minutes. Oui, une question un peu en marge. Est-ce que la recherche scientifique s'intéresse plus à Mars et d'autres planètes plutôt qu'à la Lune, par exemple? Ça dépend ce que vous appelez recherche scientifique, ça dépend ce que vous appelez s'intéresser. Toutes les planètes sont intéressantes. Il n'y en a pas de plus intéressantes que d'autres, intrinsèquement. Il y en a qui sont d'abord plus porteuses. Si vous allez voir votre député favori, il dit voilà, je voudrais des crédits pour étudier le comportement du calcium dans les pyroxènes de Vénus, il va vous dire, votre député, ouh. Si vous dites sur Mars, il est possible que la vie s'y soit développée il y a 4 milliards d'années, je vais aller voir si c'est vrai, ça c'est un sujet porteur. Donc Mars est un sujet, à cause de ces histoires de vie, puis à cause de toute la mythologie, entre guillemets, qu'il y a derrière, qui intéresse plus... on est sûr qu'il n'y aura jamais de vie au sens usuel du terme sur Vénus. Sur Mars, il pourrait y en avoir, ou il a pu y en avoir. Deuxièmement, c'est facile d'y aller. On ne met que 9 mois. Bon, pour aller sur Pluton, il a fallu mettre 8 ans. Ensuite, les conditions ne sont pas trop mauvaises. Il fait en moyenne moins 50, mais enfin c'est comme au milieu de l'Antarctique. On peut s'y poser avec un parachute, parce qu'il y a une atmosphère. Si vous voulez, bon, c'est pas si facile que ça, mais enfin bon. Si vous allez sur Vénus, il fait 450 degrés. Donc l'électronique meurt très vite et on ne peut pas rester plus d'1 heure à la surface de Vénus. Donc c'est très intéressant et c'est plus facile. Et il y a la mythologie. La mythologie au sens large et noble du terme. Mais sinon, la Lune, on y allait d'abord parce que c'est encore plus facile, c'est côté. Et c'était la seule façon d'arriver quelque part avant l'autre. L'autre, c'était le Russe ou l'Américain. Donc ils ont choisi la Lune. Mars, c'est bien, mais maintenant, si moi j'avais des sous à donner, ce ne serait pas sur Mars que j'irais. Ça serait sur Europe. Europe est un satellite de Jupiter où, selon toute vraisemblance, il y a un océan de 100 km d'eau d'épaisseur, gelé sur 10 km et liquide sur 90 km. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-dessous. D'ailleurs, si on parle littérature, là-dessous, l'auteur de 2001 et de 2010 Odyssée de l'espace, il mettait des choses là-dessous. Hein, c'est clair, non? Oui. Voilà. Parce que c'est clair. Donc, tout le monde y pense. Il y a l'endroit, nos cousins les plus probables dans le système solaire, si on en a, c'est des Européens. Les Américains ne sont pas contents, mais tant pis. Alors, donc Mars, c'est facile, c'est pas loin, mais Europe pourrait peut-être rapporter plus gros. Si je peux rajouter quelque chose au niveau de la littérature, si on prend les premiers écrits autour des planètes, il n'était pas question de Mars très tôt. Parce que si vous prenez les voyages de Gulliver, de Swift, en 1821, c'était la Lune. Si vous prenez Micromégas de Voltaire, c'est 1848. 1748. Donc si vous voulez, c'est 1721, 1748, sans parler que de la Lune. Les petits romans qu'il y a eu par la suite ont parlé que de la Lune. Mars est né vraiment des scientifiques.
C'est dès que les scientifiques ont vu la planète, on commençait à dire il y a des canaux, ils drainent l'eau des pôles parce qu'ils n'ont plus d'eau. Voilà, et c'est les canaux, c'est les canalistes qui ont lancé Mars au niveau de toute la littérature. Et depuis cette période-là, plus personne n'écrit de romans de science-fiction sur la Lune. On s'en fiche complètement de la Lune. Il n'y a plus de littérature sur la Lune. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vie. Alors que Mars, et on a fait un sondage en 1980, 30% des gens croyaient encore qu'il y avait de la vie sur Mars. En 1980. Mais une vie autre que la cellule, une vie développée. On pensait qu'il y avait des Martiens. Quand Orson Welles, en 1938, a fait sa pièce radiophonique sur la guerre des mondes, il y aurait eu 1 million d'Américains qui auraient fui en croyant que les Martiens débarquaient vraiment. Il y avait 1 million d'Américains qui ont voté Trump. Voilà. Mais ça, c'est pas faux. Mais peut-être que Trump est un Martien, d'ailleurs. Donc vous voyez, la Lune a été abandonnée au niveau littéraire à partir du moment où Mars a pris le pas. Et Mars continue. Hein, vous avez vu le film tiré du roman de Ware dernièrement, celle sur Mars. Bon, c'est... Voilà. David, ce serait bien s'il y avait 2 micros. Oui. Parce que là, une connerie, elle est pas discrète. Non, mais je vais être obligé de couper à cause de toi. Mars aussi, c'est un petit peu le fantasme pour certains publicitaires, parce qu'on a parlé de Elon Musk qui voudrait absolument aller sur Mars, mais est-ce que là, on arrive à certaines absurdités? Quel est le but, en fait? Parce qu'on voudrait terraformer Mars, évidemment, il y a des choses qui sont absolument incroyables et même délirantes, voire absurdes. Est-ce que dans les 50 prochaines années, est-ce que vous pensez que l'homme va un jour, même si c'est peut-être pas très intéressant pour l'instant de le faire, me mettre des sondes ou des robots, est-ce que l'homme un jour va mettre le pas sur Mars? Ce sera la première planète, et est-ce que l'avenir de l'humanité, c'est tout doucement sortir un petit peu de la Terre, et peut-être que dans, peut-être pas 50 ans, mais un siècle, tout doucement, on va pouvoir aller sur cette planète-là, où c'est plutôt un fantasme de certains milliardaires bien connus, où c'est plus publicitaire qu'autre chose. Je vais rebondir sur le terme publicitaire parce que la littérature sur Mars s'est interrompue en gros entre 1938 et 1946, pendant la guerre. Il n'y a eu rien. À part une ou deux nouvelles, rien eu. En revanche, le premier roman qui est sorti juste après la guerre, fin 1946, d'un dénommé Friand, F-R-I-E-N-D, qui était français, eh bien, c'était un roman où le Martien débarquant sur Terre était alpagué tout de suite par les publicitaires. Et on le faisait, c'était le Claudia Schiffer martien. Donc c'est un roman très très drôle où on se moque de la société consumériste. Et c'est la première chose qui est arrivée, pleine d'humour. Pourquoi? Parce que la guerre s'est terminée, donc on voulait des choses un peu joyeuses. Donc il y a toute cette théorie de la publicité, de la critique de la publicité, à la fois sur les voyages sur Mars, les prétentions, etc., qui est fait avec ce martien qui s'appelle « Un martien sur la Terre ». C'est le titre du bouquin. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Voilà. Alors là, dans toutes les questions, est-ce qu'un jour on va aller sur Mars? C'est une question d'argent. C'est de l'ordre de grandeur d'aller sur la Lune. Hein, c'est 70 milliards voilà. de dollars, ils ont chiffré. Ouais. C'est donc une question de volonté. Si on veut y aller, on peut. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 70 millions de dollars, hein, si c'est pour écrire, je pense à Zorglub dans le Tintin, buvez Coca-Cola mais à l'envers, là. Non. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser? Parce qu'avec cet même argent, on fait, si on a dit 2 milliards de dollars pour une mission, on fait 35 missions automatiques qui vont explorer en 35 endroits. Au lieu de un endroit. Alors il y a tout un débat, je parle en science, hein, est-ce que scientifiquement ça vaut le coup? Je ne parle pas du côté symbolique, mettre le drapeau américain, tout ça, il sera peut-être chinois d'ailleurs. Et par exemple, ça se discute beaucoup, ce qu'a fait Opportunity en 14 ans, 40 km, ça aurait été 2 cosmonautes avec leur jeep lunaire comme ils avaient sur la Lune. Tous les résultats scientifiques obtenus en 14 ans auraient été obtenus en une semaine. Mais ça aurait coûté vachement plus cher. Ensuite, coloniser Mars, on a envie de dire, ça sera comme l'Antarctique. Pour l'instant, à terme, on ne voit que des scientifiques aller sur Mars.
éventuellement des touristes hyper ultra milliardaires, mais déjà une croisière en Antarctique, c'est, je sais pas combien ça coûte, mais j'envisage de me le payer avec ma riche retraite. Macron m'en laisse un tout petit peu, mais bon, aller sur Mars, non, on va pas coloniser Mars, surtout que c'est quand même invivable. Il faut des scaphandres, il fait moins 50, ça c'est pas trop un problème. La pression atmosphérique. Comment? La pression atmosphérique. En fait, les conditions sont à peu près ce qui règne à 50 km d'altitude. Déjà, quand on monte à l'Himalaya, il faut l'oxygène et tout ça, alors à 50 km. Et puis, si on voulait coloniser Mars, mais pourquoi faire? On a déjà esquinté une planète, on va pas en esquinter une deuxième. Hein? Et puis, elle n'est pas tellement. C'est pas très grand, Mars. La surface de la Mars est à peu près égale à la surface des continents. Donc on ne ferait que doubler la surface où on peut marcher dessus. Donc ça vaut pas le coup. Les gens, non, on va pas aller sur Mars pour coloniser Mars. Il y a beaucoup de gens parlent toujours de la colonisation de l'espace, la conquête de l'espace. Ça m'énerve, laissez la conquête aux militaires. On explore l'espace, on ne conquiert pas. Oui, je reprenais le problème de voyage sur Mars. Effectivement, vous disiez tout à l'heure, il faut à peu près 9 mois pour y aller. Ce qu'on oublie, c'est que sur Terre, on a 2 cocos qui s'appellent l'atmosphère et les couronnes de Van Allen. Et que passer 9 mois dans l'espace, sous les rayons cosmiques et les vents solaires, ça peut être létal. Et qu'à l'heure actuelle, que ce soit des solutions électromagnétiques ou des blindages, la solution n'est pas trouvée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on peut faire le pari. Le rayon cosmique ordinaire, c'est pas trop grave. Ce qui est grave, c'est une bonne éruption solaire. Alors ça, on a fait le pari qu'il n'y en aurait pas pendant les 10 jours qu'on est allé sur la Lune. Quand on est allé sur la Lune, on avait passé les ceintures de Van Allen. Quand on avait passé ces ceintures, on ne pouvait pas faire demi-tour et partir. La météo spatiale était moins connue que maintenant. Il y aurait une éruption solaire, les cosmonautes en auraient un peu chié. Donc là, il y a 9 mois, alors faire le pari qu'il y aura peut-être une éruption solaire pendant 9 mois, moi je ne le ferai pas. Sinon, il y a des gens qui cherchent pour arrêter des particules, soit on met beaucoup de matière, alors au milieu du vaisseau, il y aura une espèce de réduit, où pendant 3-4 jours, ils vont s'enfermer, ils vont se tenir chaud, et ça sera entouré d'eau, de plomb, tout ce que vous voulez pour arrêter la matière, soit des courants électriques, ben alors il faudra un bon réacteur, pour faire un champ magnétique qui dévie. Pour l'instant, c'est pas encore au point, mais bon. Ça sera bientôt. Et puis il y a des gens qui seront qu'à dire, c'est un risque à prendre. Il y a des gens. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais le voyage va durer 9 mois pour y aller, puis là-bas, avec les histoires, il faut rester, on prédit presque un an sur place, un an terrestre, et puis 9 mois pour revenir. Ils vont partir 3 ans, les pauvres malheureux. 3 ans ensemble. Et quand Magellan est parti, d'ailleurs, il n'est même pas revenu, il est parti 5 ans. Darwin aussi. Et ils vont être enfermés dans un petit réduit. Et les prisonniers politiques, ils ne sont pas enfermés dans des petits réduits. Mais les prisonniers politiques, en général, ne sont pas volontaires pour être enfermés. Là, ça sera des volontaires. Si, par contre, vous voulez vous installer sur Mars, là, vous dites 9 mois sans éruption solaire, bon, on fait le pari. 3 fois 9 mois, c'est déjà 3 fois moins de chance. Là, quand on sera sur Mars, il faudra habiter dans des endroits pour se mettre à l'abri des rayons cosmiques. Maintenant, on sait prévoir les éruptions solaires. Quelques jours à l'avance. Et je sais, moi, où j'habiterai. Il y a plein de grottes sur Mars. Il faut habiter à côté d'une grotte. Et quand la météo solaire dit « Attention, nuage de particules arrive dans 3 jours », vous descendez. Voilà tout ce que j'en fais. Mais effectivement, pour l'instant, moi, je ne ferai pas le pari de partir, parce que, voilà. Alors, je dirais que dans le récit de voyage que j'ai écrit, qui est un récit de voyage, c'est pas un roman, c'est vraiment un récit de voyage, où j'ai travaillé à partir de cartes de la NASA, où j'ai travaillé à partir des dernières données scientifiques. J'ai pas extrapolé, mais j'ai effectivement parlé de moyens de se protéger de ces radiations, de ces éruptions, etc. C'est totalement crédible aujourd'hui dans le cadre de la recherche. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Est-ce qu'on le fera? Oui, évidemment qu'on le fera. On ira sur Mars. La mission telle qu'elle est prévue, c'est une mission qui existe, qui est prévue par la NASA, où il y aura 6 bases de construction, il y aura plusieurs vaisseaux, plusieurs envois, il y aura un grand parcours, il y aura un équipage de 4 hommes, 2 femmes. Donc tout ce que je raconte dans mon récit de voyage est vrai, ça n'a pas encore eu lieu, mais c'est plus de l'anticipation de la science-fiction. Il n'y a rien d'inexact dans ce que vous trouverez si vous lisez le récit de voyage.
Mais il est vrai que aujourd'hui, ça reste des hypothèses, ça reste de la recherche. Peut-être qu'en 9 mois, ils arriveront, ils seront grillés. On ne sait pas. Mais comme ils ne vont pas partir tout de suite, qu'ils risquent de partir en 2038, on aura évidemment scientifiquement trouvé les solutions. On a toujours trouvé les solutions et c'est pas quelque chose qui est vraiment difficile, en sachant que de simples grottes, vous l'avez vu dans le film, Seul sur Mars, vont protéger dans un vaisseau avec des céramiques, supraconducteurs, etc. Même des épaisseurs, effectivement, on arrivera à protéger des rayons cosmiques, c'est sûr. Oui, je voudrais juste ajouter sur ce que disait Pierre. Pour les missions Apollo, il y a eu Apollo 16 en avril 72. En fait, à quelques semaines près, ils auraient pu essuyer. Voilà, ils auraient été très 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 mal parce qu'il y a eu effectivement une éruption solaire plus importante que prévu compte tenu du cycle solaire. Et heureusement, c'était pas tout à fait à l'époque d'Apollo 16, mais ils ont eu chaud a posteriori, oui. Des équipages qui prennent des risques, quand vous souhaitez faire le tour du monde en solitaire ou à deux sur un bateau, quand vous partez faire le tour du monde en solitaire sur un bateau, faire la face nord de l'Everest à poil, les mains bandées en solitaire hivernal, vous prenez des risques. Hein. Voilà. Je voulais juste dire que par rapport aux supraconducteurs, il y a une super expo à la Rotonde en ce moment, justement, qui parle. Bien placé, allez à la Rotonde. Ça vous laisse muet, ce voyage? Oui, alors, je voudrais enchaîner. Quel est le vrai intérêt d'aller sur Mars? Si on oublie la conquête spatiale comme supériorité politique d'un pays par rapport à un autre qui veut se faire valoir, quel est pour l'humanité l'intérêt d'aller sur Mars? Pour moi, en tant qu'auteur, il y a un intérêt évident, qui est un intérêt d'abord intellectuel, et qui est un intérêt historique. Quel intérêt on avait à découvrir l'Amérique? Voilà. À part massacrer les Indiens et puis piquer leur richesse. Là, sur Mars, l'homme, de toute façon, est appelé à quitter la Terre. D'une façon ou d'une autre, parce que la Terre, elle est condamnée. Donc il faut que l'homme, il aille ailleurs. Il faut qu'il y ait une planète bis. Il va falloir terraformer d'autres planètes. L'expansion de l'humanité, elle ne va pas se faire sur la Terre. On bouffe déjà 1 terre et demie ou 2 terres par an. Il arrivera à un moment donné, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, peu importe, où de toute façon l'homme, ou ce que sera devenu l'homme, ça sera peut-être un mélange d'homme et puis de machine, ça sera peut-être comme dans Mars Attack, des cerveaux humains dans des sortes d'aquarium. On ne sait pas ce qu'on sera, mais en tout cas, on est appelé à découvrir parce que c'est notre insatiable soif de découvrir, d'explorer. Donc on ira sur Mars. Que les scientifiques le veuillent ou pas, que les milliardaires le veuillent ou pas, que ça soit intéressant ou pas, on ira sur Mars. Et ça va se faire, j'espère, de notre vivant, à tous. Mais avant 2050, on sera allé sur Mars. Peut-être peut-être le programme américain que j'ai traité, qui est repoussé d'année en année, parce que 70 milliards, c'est vrai que ça fait beaucoup. Quoique, on avait la comparaison avec la fraude fiscale, voilà, c'est pas terrible. Mais on ira sur Mars pour des questions littéraires, je crois. Si scientifiquement les robots peuvent faire mieux, plus vite, moins cher, l'homme veut y aller. Pourquoi on a été sur la Lune? Les Américains ont été pour battre les Russes, c'est tout, pour être les premiers. Il n'y avait pas de raison scientifique d'aller sur la Lune. On sait très bien que la Lune, tremplin vers d'autres, ce qu'avait dit Kennedy, etc., ça ne s'est pas vraiment justifié. Donc c'était politiquement. Et je crois qu'après, littéralement, il y aura politiquement, après littérairement, il y aura politiquement, la première nation qui ira sur Mars, elle va remporter une victoire d'image énorme. Donc, on va y aller. Rien que pour ces raisons-là. Alors ça, comme il y a pour les raisons politiques, c'est à peu près évident. En tout cas, mon espoir, c'est que la Chine mette le paquet, les Américains mettent le paquet aussi, et qu'on ait une nouvelle course. Au mieux qu'ils fassent une course comme ça qu'une course à coup de les missiles les plus gros. Hein. Bon. Donc, je pense qu'on ira sur Mars, sauf s'il y a des crises économiques diverses et variées. Si on y va, il y a la politique, mais j'en parle plus, mais c'est acquis. Il y a la science. Il y a de la science à faire sur Mars.
ne serait-ce que pour comprendre comment est fait le système solaire et tout ça, et avec toujours cette idée, les conditions sur Mars, il y a 3 à 4 milliards d'années, étaient les mêmes que celles sur Terre, à la louche. C'est à cette époque-là que la vie est née sur Terre. Les témoignages ont presque tous disparu sur Terre. Peut-être qu'ils ont beaucoup moins disparu sur Mars. Donc, l'origine de la vie, c'est quand même quelque chose qui turlupine l'humanité depuis assez longtemps. Par contre, là, je suis en désaccord assez formel avec toi quand tu dis qu'on va aller coloniser parce que l'homme veut s'épandre, etc. Bon, d'abord, c'est pas forcément une bonne chose. Bon, et on peut éventuellement lutter plutôt que le mettre en valeur. Deuxièmement, si c'est s'épandre dans un endroit inhospitalier, on ne s'est pas épandu en Antarctique ou au Groenland. Hein? Donc, on va en Antarctique, voir des manchots, etc. Et Mars, c'est bien pire que le milieu de l'Antarctique. Qu'est-ce qu'on irait faire là-bas pour autre chose que de la politique ou de la science? On ne va pas cultiver des patates, choses comme ça. Bon, il y en a qui l'ont fait. Voilà, mais il était tout seul, hein, il l'a fait avec sa merde. Vous avez vu le film sur Mars? Autre chose, il y a très peu de... A priori, vous prenez les minerais, c'est le géologue qui parle, 95% des minerais sur Terre sont dus à des processus qui sont beaucoup, a priori, peut-être, hein, mais beaucoup moins abondants sur Mars. Donc, a priori, il y a beaucoup moins de minerais sur Mars que sur Terre. Donc, on ne va pas aller chercher des nouveaux minerais sur Mars, a priori. On ne va pas aller chercher de l'espace pour cultiver du colza. Qu'est-ce qu'on ira chercher sur Mars, à part de la science et de la politique, et pour être très très riche, un voyage, pas mal. Du rêve, oui, mais bon... On ira chercher du rêve. Mais du rêve au milieu de l'Antarctique, il n'y en a pas beaucoup hein, qui vont. Oh, ouais. Il y a déjà Tauris, la princesse de Mars. Ouais. Mes photos ne me l'ont pas montré. Hein. On a parlé de terraformation, c'est un peu une utopie parce que l'atmosphère martienne est assez ténue et elle aurait perdu son atmosphère il y a quelques milliards d'années, pardon, oui. Donc si on refait une terraformation en voulant mettre une atmosphère, est-ce que cette atmosphère ne va pas repartir? Alors là, il y a un énorme problème, d'abord de temps. Elle a mis 4 milliards d'années pour repartir. Si jamais on la remettait, qu'elle mette 4 autres milliards d'années, bon, c'est pas un problème. Mais il y a surtout un problème, les gens qui veulent terraformer Mars, ils n'ont rien compris au cycle du carbone. Ils sont du genre Ségolène Royal, ou des gens comme vous peut-être, qui disent on n'a qu'à planter des forêts, ça fait de l'oxygène. Vous avez peut-être déjà entendu ça, que quand on plante une forêt, ça fait de l'oxygène? Qui a déjà entendu ça? Tout le monde. Ma maman m'avait même dit qu'il ne fallait pas avoir une plante verte dans sa chambre, parce que la journée, elle fait de l'oxygène, mais la nuit, elle fait du gaz carbonique. Vous avez entendu cette connerie? Vous imaginez le métabolisme d'une plante par rapport à, je sais pas, votre conjoint. Si vous ne voulez pas faire de gaz carbonique la nuit, il vaut mieux mettre votre conjoint dehors de votre chambre qu'une plante verte. Hein. La plante verte, c'est pas grand-chose. Et puis une plante, qu'elle grandit, effectivement, elle fait un peu d'oxygène. Elle fait beaucoup d'oxygène la jour, elle en absorbe un peu la nuit, mais le bilan est positif. Si on veut parler de chiffres, quand vous faites 12 tonnes de bois, vous avez fait 32 tonnes d'oxygène. Je schématise, hein, c'est des équations de ce que met. Puis l'arbre, il meurt. Quand je dis l'arbre, ça va être le plancton, n'importe quoi. Et une fois qu'il meurt, il va être la proie des bactéries, des champignons, des moisissures et tout ça, qui vont bouffer le bois, respirer et prendre de l'oxygène. Et à la fin, si vous prenez un gland qui est petit comme ça, vous faites un chêne centenaire qui meurt, chêne centenaire pourri, et bien à la fin, le bilan est nul. Tout l'oxygène liégé pendant la vie du chêne était absorbé après la mort du chêne, comme ça. Donc, ce qui pose le problème d'où vient l'oxygène qu'on respire, il y a plein de choses comme ça, mais la terraformation, il y a plein de problèmes. Si vous faites, mettez même que vous mettez des algues sur Mars, qui transforment le peu, on y reviendra, de gaz carbonique en oxygène, il faudrait trouver un procédé qui empêche les algues après de pourrir, etc. Donc, ça ne serait pas Mars la verte. Ça serait Mars la marronasse ou la noirâtre. Hein, elle est comme une plage bretonne entre deux marées noires, vous voyez. Et puis ensuite, si vous voulez que ce soit vivable, terraformer Mars, faut qu'il fasse pas trop. D'abord qu'on puisse respirer son scaphandre, sinon c'est pas terraformé. Et puis, donc il faut qu'il fasse bon, on va dire plus que 0 degré. Alors vu la distance au Soleil, plus que 0 degré, il faudrait vous multiplier par une centaine la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère. Parce qu'il faut un effet de serre, on est loin du Soleil, donc on le prendrait où ce gaz carbonique?
Alors il y en a un tout petit peu dans les calottes polaires, mais vraiment pas assez. Alors beaucoup d'auteurs de science-fiction, ils vous amènent des comètes, attends, oui, c'est fini, et on bombarde Mars, amène de l'eau, des comètes, c'est génial. Mais si on met la quantité de gaz carbonique qu'il faut, mais c'est toxique. Il y a tant de gaz carbonique que ça, c'est toxique. Et puis si ensuite on met des algues qu'on empêche de pourrir, elles vont transformer le gaz carbonique en oxygène. Alors l'oxygène, on n'aura plus de gaz carbonique. Donc voilà, quand on fait un tout petit bilan chiffré, ça ne tient pas la route. Sauf à mettre des gaz à effet de serre abominablement efficaces, comme des fréons et tout ça. Ah non, les gens y ont pensé. Alors on respirait des fréons et tout ça. Et alors voilà, bon, sur ce, quelle horreur. Alors dans la littérature, vous voyez des terraformations, c'est soit des gaz à effet de serre en masse, en sachant que ça prend un peu de temps. Donc vous avez des sagas où oui, il y a des gens qui terraforment plusieurs planètes, et puis on sait qu'au bout de 1000 ans, on pourra la vendre parce qu'elle a été préachetée avant d'être terraformée. Sur Mars, ils ont songé au gaz à effet de serre. Vous avez dans d'autres bouquins, ils vont balancer de la poudre noire sur les calottes polaires. Comme ça, c'est pas blanc mais noir, donc ça attire la lumière, donc ça va réchauffer, ça va transformer. Voilà. Non mais je parle de littérature, pas scientifique. C'est littérature. Compte de fait. Voilà. Vous avez donc différentes options de terraformation qui existent dans la littérature. Mais c'est vrai qu'en littérature, c'est pratique, on peut terraformer une planète en quelques pages. Hein, voilà. Mais tout ce que les scientifiques disent aujourd'hui, ça pourrait faire baisser les bras, les rêveurs dire ouais, bah alors Mars, il n'y a pas de vie, c'est pas intéressant d'y aller, ça coûte trop cher, on colonisera pas. Et pourtant, l'engouement reste très présent. Il y a énormément de gens qui écrivent sur le sujet de littérature, et vous avez des gens qui y croient dur comme fer. Rien que dans les années 50, vous avez le maire de Châteauneuf-du-Pape qui a fait un arrêté municipal, placardé partout, pour interdire l'atterrissage sur sa commune aux soucoupes volantes venues de Mars. Et il y avait même une petite note pour dire que s'ils atterrissaient quand même, ils auraient le droit à un vin d'honneur. Non mais véridique. Donc vous avez quand même des gens, un maire, c'est respectable. Vous avez quand même des gens qui croient dur comme fer. Hein, Flying Saucer, les soucoupes volantes, les UFO, les ovnis, Roswell, on peut citer plein de choses qui font qu'il y a quand même une recherche qui se fait et que Mars, au moins si ça a servi à quelque chose, c'est à développer l'imaginaire qu'on n'a plus eu à partir du moment où on avait découvert toute la Terre, à part les grands fonds. Et certaines parties de la forêt d'Amazonie, on a presque tout découvert. La Lune, il n'y a rien à y découvrir. Donc qu'est-ce qui nous reste comme rêve? Eh ben, Mars, parce qu'on le voit. Vénus, on ne voit pas, les autres planètes, on ne les voit pas, c'est des points brillants. Si ça tombe, si la Terre est plate, c'est peut-être juste des ampoules. Mais Mars, c'est notre rêve suivant et prochain. Et il ne va pas s'éteindre aussi vite. Même si on va sur Mars et qu'il n'y a pas de vie, il continuera à faire rêver, parce qu'on se dira, oui, mais depuis Mars, peut-être, etc. etc. quoi. Voilà, c'est notre nouveau continent. Excusez-moi, j'ai une question qui est un petit peu hors sujet, mais qui vient de votre réflexion sur la terraformation, justement sur le cycle du carbone dans les arbres. On dit que les forêts d'Amazon, notamment, sont les poumons de la Terre. Bon. Et j'ai un petit peu du mal à accepter ça, un peu pour les arguments que vous avez donnés tout à l'heure. En fait, si on a une forêt primaire, elle est à volume de bois constant. Bilan nul. Bilan nul. C'est-à-dire que le carbone qui est pris de l'atmosphère pour faire du bois se va transformer en méthane et en gaz carbonique dans les restituer. Donc une forêt primaire n'est à aucun moment un poumon pour la Terre. Alors même pire, l'expression que vous avez employée, le poumon de la Terre. C'est pas moi qui l'emploie. Oui, beaucoup de ministres l'emploient, ce qui est une preuve de leur incompétence. Le jour où vous aurez vu un poumon faire de l'oxygène, eh bien vous me le direz. Les poumons absorbent de l'oxygène. Donc non seulement ils disent des choses fausses, mais en plus des conneries. Bon. Et alors effectivement, une forêt qui grandit, tant qu'elle grandit, ça dure pas longtemps, elle fait un peu d'oxygène. Et ce qui est amusant, c'est que si vous prenez l'équivalent de tous les arbres, de tout le plancton, de toutes les baleines, de tous les êtres vivants de la Terre, qui sont avec du carbone, et que vous regardez leur contrepartie en oxygène, que ça a été fait pour un,
toute la vie a comme contrepartie oxygénique à peu près 1% de l'oxygène qu'on a dans l'atmosphère. Donc l'équivalent de l'Amazonie, du plancton, tout ça, c'est 1% de l'oxygène. La grande question, c'est d'où viennent les 99 autres pourcents. Bon, j'espère que tout le monde connaît la réponse, surtout à Saint-Étienne. Est-ce que vous savez d'où vient l'oxygène qu'on respire? Eh bien, figurez-vous que j'ai dit, un arbre qui grandit, il fait de l'oxygène. Quand il y a arbre, c'est pareil pour du plancton. Il meurt, il pourrit, il absorbe l'oxygène qu'il a fait, puis il en est nul. Ben, pour que l'oxygène reste, il n'y a qu'à l'arrêter de pourrir. Comment on fait pour arrêter géologiquement un arbre de pourrir? On le transforme en charbon. Du plancton, on le transforme en pétrole. L'air qu'on respire, c'est la contrepartie de ce qui est devenu charbon, marne noire, pétrole, gaz de schiste et tout ça au cours des temps géologiques. L'Amazonie n'y est pour rien. Laissez les conneries aux ministres et aux écologistes. Écologistes qui parlent fort. Il y a des vrais écologistes. Hein. Mais ceux qui parlent fort, qui changent de parti politique. Il y en a un qui a changé encore. J'ai entendu à la radio ce matin. Il était au VVF hier, maintenant il est macroniste. Donc il était contre le glyphosate hier, maintenant il est pour le glyphosate. Oui, bon. Laissez ces écologistes-là dire n'importe quoi. Mais les vrais écologistes, ils se taisent. Enfin, ils écrivent des livres. Et peut-être qu'ils devraient écrire plus de romans et moins de livres sérieux pour qu'on les écoute un peu plus. Mais une forêt ne fait rien. Une forêt, elle équilibre, j'entends. Et tout le monde ne faut pas d'oxygène. Je pourrais dire un mot sur les forêts. Oui. L'intérêt d'une forêt, à mon sens, c'est l'évapotranspiration et l'eau qu'elle amène sur Terre. Et puis la biodiversité, c'est les forêts, les coraux, les réservoirs de biodiversité. J'ai pas dit qu'il fallait couper toutes les forêts, hein, ne me faites pas dire ça. Non, c'est bien les forêts. Mais si vous dites trop fort cette vérité scientifique, on va se dire on peut raser l'Amazonie. Si on coulait sur l'Amazonie une chape de béton et de bitume pour que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dedans, alors ça serait évidemment une catastrophe pour la biodiversité, pour les Indiens. Bon, saturer Bolsonaro, ça c'est pas mal, mais au point de vue de l'oxygène, ça ne change rien. Pour l'oxygène. Par contre, si vous coulez du béton un peu poreux, là, l'oxygène passerait à travers le béton et oxyderait les arbres qui finiraient par pourrir en quelques siècles, et toute la biomasse de l'Amazonie deviendrait du gaz carbonique, et ça serait propre. Donc un bon béton bien étanche. Mais il ne faut pas le faire. Ce ne sera peut-être pas aussi bien que les autres. Mais ce serait de savoir par rapport au voyage sur Mars. Par rapport au voyage sur Mars, l'eau, comment on va l'amener pour boire une nouvelle plante? Alors je sais pas, tu sais peut-être mieux, rien que sur la navette spatiale, ils recyclent leur urine. Si un vaisseau est étanche, rien ne rentre et rien ne sort. La seule chose qu'il faut qu'il rentre, c'est de l'énergie. Parce que la thermodynamique étant ce qu'elle est, on ne peut pas tourner en rond. Mais si on amène de l'énergie avec un réacteur nucléaire, des panneaux solaires, aucun problème. On boit son urine. Hein. recycler. Oui, en sachant de toute façon que l'urine, même non recyclée, est stérile. En 14, pour soigner les chevaux blessés, ils mettaient l'urine sur les pattes des chevaux parce que ça désinfecte. Vous vous coupez, vous n'avez rien sous la main, vous vous pissez sur la coupure, ça la désinfecte. Donc l'urine est absolument, on s'en servait d'ailleurs au Moyen-Âge et bien avant dans plein de pays du monde pour désinfecter. Donc vous pouvez boire votre urine, d'ailleurs il y a des partisans de se dire buvez votre urine tous les matins, à jeun la première urine, parce que ça purifie, ça nettoie. Donc effectivement, là ils vont la purifier quand même un petit peu, mais ils auront de l'eau pour le voyage, et puis sur place, par condensation, on peut produire de l'eau assez facilement sur Mars. Et puis il y a de l'eau sur Mars. Voilà. On a même pensé à un moment donné, donc pour revenir à l'histoire, on a même pensé dans les années 50 qu'il y avait de la végétation. Alors là, le scientifique le dira plus justement que moi, mais on avait observé certaines raies spectrales qui laissaient penser que c'était la chlorophylle. Encore une fois, influencée par le fait que Mars, l'homme vert, etc., donc chlorophylle. Donc les scientifiques se sont fait avoir par la mythologie autant que les littéraires. Pareil. La chlorophylle sur Mars, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'était il y a 50, c'était
Par contre, ce qu'on voyait très bien, c'est que ça changeait d'aspect de couleur. Il y avait des taches qui étaient ici, qui n'étaient pas là. Et donc, on disait c'est la végétation. En fait, il y avait des changements saisonniers. La calotte polaire était petite l'été, grande l'hiver, oui. Ah. Alors, j'ai apporté la référence 1877. Oh, ben, la spectro était mauvaise. Certains astronomes interprètent même des raies spectrales via des analyses spectroscopiques de l'atmosphère comme étant celle de la chlorophylle, donc présence de végétation, car ces analyses ont mis en avant la présence d'eau sur Mars. Alors, l'eau, oui. Alors, les raies spectrales de la chlorophylle en 1800, je ne sais plus combien. Schiaparelli, 1860. Ouais, mais bon, on a beau s'appeler Schiaparelli, Alors, à mon avis, les instruments d'époque ne permettaient pas d'identifier une raie spectrale de la chlorophylle en 1800. cette donnée-là, vous allez la trouver sur ce livre. Mais en attendant, je vais vous poser une question. Là-dessus, vous trouverez cette donnée-là. Oui. C'est là-dessus que je l'ai eu, cette donnée, qui est un livre génial. Et vous aurez cette donnée à la fois scientifique et littéraire qui sont dedans. Et donc, c'est là-dedans que j'ai trouvé que les scientifiques, effectivement, allaient... à mon avis, une chose, c'est la marque d'erreur. Je vais vous poser une question. On a trouvé les raies spectrales de la chlorophylle avec un télescope en regardant le ciel. Où? Je vous pose la question. Où a-t-on trouvé, vraiment, vous pouvez faire l'expérience, les raies spectrales un peu floues, mais on voit très bien une bande d'absorption dans le rouge, etc. Où a-t-on trouvé les raies spectrales de la chlorophylle dans l'espace? Sur la Lune. Je ne dis pas qu'il y a de l'habitation sur la Lune, mais quand on regarde la lumière cendrée, qu'est-ce que c'est que la lumière cendrée? C'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par la Terre et qui éclaire la Lune. Et le gros de la réflexion, c'est les continents avec des forêts, c'est l'océan avec du plancton. Et dans la lumière réfléchie par la Terre, il y a très éténué, très estompé les raies de la chlorophylle qu'on voit quand on regarde la partie lumière cendrée de la Lune. Mars en 1880, j'y crois pas. Il s'est dit la voir. Non plus. Il y a des gens qui sont montés sur l'Olympe en 2500 avant Jésus-Christ et qui ont vu Jupiter. Hein. Non, mais c'est des théories scientifiques de l'époque. Hein. Oui. Voilà, après ils sont trompés. Il n'y avait pas de théorie. Enfin, la théorie, il n'y en a pas. D'autres questions? Ah, on va faire un petit quiz, tiens, on va en profiter pour faire une petite pause. Alors, dans le PowerPoint, il y a d'abord la bibliographie d'Alexandra. Avant le PowerPoint. Alors, Alexandra. Oh, voilà, je vois. Devant vous, parce que du coup, là, ça passe pas. Là, c'est mieux. Alors, j'ai fait une bibliographie à partir de ce qui existe aujourd'hui disponible à la vente, parce qu'effectivement, il existe énormément une très grande bibliographie, mais qui n'est pas forcément aujourd'hui en librairie. Et finalement, je pense que vous parlez mieux des livres que moi, donc ça, c'était juste le petit clin d'œil. Ça. Donc, tout le monde connaît Terminator. Donc, bien sûr, le livre de notre invité, qui vous en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, et qui est donc plus un journal de bord qu'un roman. Et je reviendrai dessus après. Celui-ci, évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse. Là, je vous ai proposé une version qui est une intégrale. Vous avez les 3 tomes dedans. C'est une saga... Alors, il y a énormément, bien sûr, de littérature, de science-fiction. Pareil, je n'ai pas pu tout vous mettre, hein, mais celle-ci me paraît être une des plus importantes à lire. Et la première parution française date de 1992. Oui, oui, toujours. Celui-ci, c'est une republication de Ronnie Heney, qui raconte la découverte de la planète Mars. Je vous signale que la première parution, en fait, date de 1925. Et il vient d'être publié, c'est aussi pour ça que je vous en parlais. Il fait partie des grands Français avec Gustave Le Rouge en 1908, avec des gens comme ça. Voilà. Olivier, c'est une version. Donc bien sûr, vous connaissez. voilà. Donc là maintenant on a la guerre des mondes. Parce que c'était intéressant de parler des extraterrestres et des martiens. On en a fait un. Alors il n'y a pas qu'Orson Welles qui a fait quelque chose en 1938, il y a eu un film. Et si vous avez vu le dernier film qui est sorti sur la guerre des mondes, il intègre une donnée qui est une donnée qui vient de Schiaparelli et de Percival Lowell, c'est-à-dire qu'il imagine que Mars existait et était civilisé avant la Terre.
Et donc, dans le film que vous voyez, ce sont uniquement les pilotes qui sont envoyés par des capsules et qui prennent possession de tripodes qui sont déjà sous terre, sous nos villes. Ça voudrait dire que les Martiens ont mis les tripodes sous la terre avant notre existence, où on était des hommes de caverne, avant qu'on construise nos villes. Donc c'est une idée assez intelligente, alors que dans le roman de Wells, non. On voit d'abord des explosions comme des feux d'artifice, et c'est les capsules qui sont envoyées, c'est les capsules avec les tripodes et les pieuvres qui conduisent ces tripodes. Et donc, dans le dernier film, en 2005, je crois, de Spielberg, c'est intéressant de voir qu'il a pigé l'idée Mars est une planète plus ancienne et plus civilisée que la Terre, et donc ils avaient envoyé leurs véhicules avant, ils ont attendu qu'on mûrisse pour se nourrir de nous. Manque de peau, il y a la rougeole, et ça les a tués. Mars n'est pas plus ancienne ou plus neuve que la Terre, Mars est contemporaine de la Terre, Mars et la Terre sont nés il y a 4,5 milliards d'années. Alors que peut-être une civilisation, disons l'Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans, les animaux compliqués il y a 600 millions d'années, peut-être que sur Mars c'est apparu avant, ou après. Mais Mars a l'âge de la Terre. Mars n'est pas plus jeune ou plus vieux que la Terre, c'est contemporain. Alors on en parlait tout à l'heure, qui a été adapté en film. C'est un des romans les plus récents. Il a été republié récemment. C'est aussi pour ça que je vous le montre, parce que en plus, bon voilà, c'est quand même assez catastrophique ce qui peut se passer là-bas. Ce roman donnait lieu à un film que tout le monde avait vu, j'espère. Le film est moins Ouais. intéressant que le bouquin. Et ce film a donné lieu au Festival astronomique de Florence à une conférence en duo avec Roland Lehoucq, que vous connaissez peut-être. Et moi, pendant le 3/4 d'heure, il faisait la physique d'un Seul sur Mars, et moi je faisais la géologie d'un Seul sur Mars. Et cette conférence a été filmée avec des images et des sons. Elle est disponible sur le web. Vous pouvez y aller, vous tapez Seul sur Mars, Pierre Thomas, Roland Lehoucq, et vous ne pourrez nous entendre élucubrer pendant chacun 3/4 d'heure. Moi je fais de la géole, lui fait de la physique. Il calcule la vitesse du vent pour renverser. Ça fait quand même 90 minutes martiennes. Oui, c'est. Et moi je dis comment on peut avoir de l'eau sur Mars sans faire tout sauter, parce qu'il fait tout sauter, parce qu'il est un peu bête quand même. Oui, non, Allez-y, c'est gratuit. Voilà. Ensuite, on passe pour la jeunesse. Donc ça, c'est un album qui vient de sortir et qui explique l'arrivée d'un petit homme vers Mars, etc., et qui parle à la découverte de l'autre, et donc d'un martien. Je vous en dis pas plus, on voit le martien là et il est rouge. Oui, si. Celui-ci est un documentaire qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans sur l'histoire de la conquête spatiale. Donc là, on vous parle... Voilà. Voilà. Mais là, c'est vraiment comment l'homme part un peu de partout. Depuis, voilà, c'est ça. Depuis les premières mythologies jusqu'à nos jours. Et donc, ça aborde Mars. Celui-ci est un documentaire pour enfants à partir de 7 ans. Pour tout savoir sur Mars, il date de 2017, donc il est relativement récent. Et après, on passe à la bande dessinée, parce que effectivement, en fait, c'est un sujet qui est aussi maintenant repris dans d'autres genres de littérature, et pas seulement la science-fiction. Donc j'ai trouvé intéressant de vous proposer d'autres bandes dessinées. Je signale que je vous ai mis qu'un extrait, je vous ai pas fait une bibliographie exhaustive, évidemment, et qu'il y a certains autres titres que vous pouvez consulter là, qui sont là. Celui-ci est une bande dessinée humoristique dessinée par Fab Caro, qui est très connu pour d'autres bandes dessinées un peu absurdes. Et là, bien sûr, en fait, c'est la France qui décide de partir à la conquête spatiale et avec les moyens français. Voilà. Et je trouve qu'ils vont sur Mars ou sur la Lune. Oui, c'est vrai, le Cosmos, je trouve. Donc celui-ci, en fait, commence à être un peu ancien parce qu'il date de 2003, mais c'est en fait un guide de voyage. Donc si vous devez aller voyager, visiter Mars... Alors au-delà, dedans vous trouverez énormément de choses. J'ai dû travailler sur une 40aine d'ouvrages pour écrire mon récit de voyage. C'est à mon sens le meilleur. C'est le plus complet, même si sur certaines données il n'est pas tout à fait actuel, c'est pas grave. Il y a une masse d'informations, d'illustrations. Il est là. D'illustration, c'est là-dedans que j'ai pris ça. Mais c'est vraiment un livre merveilleux et formidable. Voilà.
Celui-ci est un beau livre dans le sens où il y a énormément de photos et d'illustrations. Les photos obtenues par satellite, donc voilà, c'était intéressant. C'est un livre publié par Delachaux et Niestlé, qui est un éditeur spécialiste de nature, botanique, sciences, voilà, et qui, voilà, du coup, est très intéressant. Celui-ci est sorti là très récemment. C'est un essai, donc là, ça s'adresse plus à un public de spécialistes. C'est pas vraiment grand public. C'est une réflexion justement sur toutes les perspectives qui s'offrent aujourd'hui à nous et aux scientifiques voilà, sur la conquête de Mars, du moins terraformage, ils disent même plus terraformation, c'est terraformage. Et je pense qu'on est au bout. Voilà. Alors sinon, pour parler toujours un peu de littérature, personne ne sait qu'Hergé. Juste dire une chose derrière Alexandra pour la remercier, mais aussi j'ai vu des gens qui prenaient des notes. Sachez que la bibliographie d'Alexandra, alors je ne sais pas si elle est sur le site de la librairie de Paris, mais nous la mettrons aussi sur le site. Nous la mettrons aussi sur le site de astronef.eu où vous avez tous les livres qui vous ont été présentés là de la même manière PowerPoint. Et puis, c'est pas la peine de prendre des notes, vous connectez. Et si vous voulez une bibliographie complète, quasiment complète, suffit de me faire passer un mail, comme moi elle existe, je vous l'enverrai et vous aurez la centaine d'ouvrages que j'ai pu trouver. Ça vous donne une idée. Et à chaque fois, j'ai un petit résumé. J'ai fait une vraie bibliographie, elle existe, ça peut profiter à quelqu'un. Oui, je disais Hergé a piqué le personnage de Tintin à un monsieur qui s'appelait Marcel Priolet, mais comme c'était un nom bizarre, il s'est fait appeler R.M. de Nizerolle. Et il avait créé, lui, l'histoire d'un petit Parisien qui s'appelait Tintin. Et à travers 106 fascicules de 16 pages, il racontait les aventures de Tintin dans l'espace, et notamment sur Mars. Donc en 1935, vous avez déjà... Alors on trouve encore sur le net d'occasion, réunis sous couverture rouge en cuir très très jolie, les aventures donc merveilleuses de ce petit Tintin. Donc voilà, Hergé n'a pas inventé Tintin. On va reprendre des questions. Dans le quiz, on a vu une image où le film était tourné en Jordanie, avec des crêtes très découpées. Et avec l'atmosphère très ténue de Mars et des vents donc, qui sont certainement moins puissants, même s'ils sont très, très rapides, est-ce qu'on aurait les mêmes découpes de crêtes? Est-ce qu'on aurait la même géologie? Alors, il y a des découpes de crêtes. Non, j'en ai pas de photo sur ma clé USB, mais il n'y a pas de photo sur moi. Et il y a des rochers vraiment pointus, etc. Il y a des falaises. L'érosion éolienne est quand même assez violente. Parce que il y a le vent. Et ça fait 2,5 milliards à 3 milliards d'années qu'il n'y a pas d'eau liquide. Donc il y a le vent qui souffle. Et, voilà. Non, il y a des crêtes. Bien, moi j'ai une petite question d'ordre colorimétrique. Bon. C'est-à-dire l'air, azote, oxygène, le spectre de diffusion de l'air, je sais plus si c'est l'azote ou l'oxygène, c'est bleu. Le spectre d'absorption, c'est rouge, c'est pour ça que le soleil couchant est rouge. Sur Mars, il n'y a que du gaz carbonique, principalement, et j'ai étonné de voir des ciels bleus. Alors, est-ce que c'est des artefacts de la photographie? Parce que généralement, on est habitué à des ciels jaunes. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pour vous, c'est la géologie. Bon, comme toutes les planètes telluriques, il y a un noyau de fer et de nickel. On suppose. Il y a un champ magnétique sur Mars, j'imagine. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a encore une géologie active? On le saura quand InSight va enregistrer ses premiers signaux. Il s'est posé il y a 3 mois, le sismographe est en marche depuis 3 semaines. Il s'est posé en novembre. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et au niveau colorimétrique, alors, la NASA nous livre plein de photos. Toutes ces photos sont prises entre guillemets en noir et blanc, avec des filtres, c'est comme une télécouleur, il y a 3-4 couleurs, en fait, c'est superposition. Et la NASA souvent nous livre les photos brutes, noir et blanc. La photo, on va dire, qu'on verrait si nous on allait sur Mars avec nos yeux, qu'on verrait. Et donc là, ils font un traitement d'image. Et la photo qu'on verrait si on était sur Mars, mais avec l'éclairage de la Terre. C'est-à-dire un ciel bleu, parce que sur Mars, le ciel est poussiéreux. Donc le ciel est rougeâtre pendant la journée à cause de la poussière.
Donc il y a moins de lumière bleue qui arrive au sol. Donc quand vous avez les photos de Mars, il y a les trois versions, c'est expliqué, hein, couleur naturelle ou couleur qu'on ferait si on avait le même paysage, mais qu'on enlevait la poussière de Mars et qu'on mettait le bleu du ciel. Il y a autre chose. Sur la Terre, les couchers de soleil sont rouges. C'est de la diffusion, je ne sais plus si c'est relais ou... Voilà. Mais sur Mars, la taille des poussières étant ce qu'elle est, les couchers de soleil sont bleus. C'est voilà. Donc, je ne suis pas physicien, mais il y a des photos couleur naturelle côté prise, les couchers de soleil sont bleus. Et il y a une autre planète où les spectres d'absorption et de diffusion sont complémentaires. Donc, c'est pour ça que le ciel est bleu et que les couchers de soleil sont rouges. Sur Mars, c'est donc l'inverse. Il y a une autre planète où les horizons sont bleus, il y a des photos extraordinaires qui ont été prises, c'est Pluton. Quand il y a une sonde, la seule qui est arrivée derrière Pluton, elle s'est mise à l'ombre de Pluton, il y avait le soleil derrière, on voit Pluton et on voit l'atmosphère qui fait à l'ombre de Pluton un super halo bleu. Donc regardez le beau bleu de Pluton. Compris, là, vous me dites, une photo noir et blanc, normalement, enfin, les capteurs classiques, il y a une matrice de Bayer qui est... Les capteurs classiques, vous avez une matrice de Bayer qui est devant, je ne comprends pas que vous avez une perte d'information si vous avez des capteurs noir et blanc, parce que c'est vrai qu'un capteur, par définition, ne voit pas la couleur, mais soit c'est... Oui, tous les appareils photo du commerce ou matrice RVB, alors vous me dites, en fait, noir et blanc, si vous faites une photo en noir et blanc, vous perdez en fait les canaux, en fait les informations des canaux. Et c'est ça que je ne comprends pas. Soit vous faites comme dans en astrophotographie, vous avez évidemment votre capteur CCD et vous passez vos filtres rouge, vert, bleu les uns derrière les autres. C'est la première solution pour avoir un maximum d'informations par canal. Soit vous utilisez la classique matrice de Bayer, comme dans tous les appareils photo que le grand public utilise. Mais s'il y a une photo en noir et blanc, effectivement, là, on est obligé de réinventer les couleurs, puisqu'on n'a pas l'absorption justement par canal rouge, vert, bleu. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Ils ont des filtres. D'abord, ils ont de mémoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras sur Mars. Je crois qu'il y en a une qui fait des couleurs. Et les autres, c'est du noir et blanc avec des filtres qui retracent. Ah d'accord, ok. Oui, ils font les couleurs parce qu'ils ont des filtres. Et c'est voulu parce qu'ils analysent donc en telle longueur d'onde précise. Non seulement ça permet de reconstituer les couleurs qu'il y en a assez, mais ça permet de mettre en évidence quel reste spectral et pour identifier quelle substance. Et ça va dans l'infrarouge proche, donc c'est pas, ils l'ont pas fait parce que ça coûtait moins cher, ça c'est volontaire. Je crois que la caméra du mât est en couleur, et toutes les autres, c'est du noir et blanc avec X filtres devant. La Mascam est en couleur, la caméra du mât est en couleur, les autres c'est noir et blanc avec des filtres. Et juste une question, je veux dire, la quantité d'eau qui est partie sur Mars, quand on a la quantité par rapport à la Terre, est-ce qu'elle a perdu quelle quantité d'eau en fait? Grande question. L'eau qui est en vapeur dans l'atmosphère, il y a de la vapeur dans l'atmosphère, la nuit, elle devient du givre. Et quand on prend une photo au petit matin, c'est rare, mais Mars est blanc le petit matin. Il y en a une fraction de micron. Si toute l'eau de l'atmosphère précipitait uniformément sur Mars, ça fait une couche d'une dizaine de microns. Alors comme ça précipite que la nuit, ça fait une vingtaine de microns, c'est pas grand-chose. Donc dans l'atmosphère, il n'y en a pas beaucoup, très peu. Normal, il fait très froid, la pression de vapeur saturante, quand il fait froid, il n'y en a pas beaucoup. Les calottes polaires, pour simplifier, la calotte polaire nord comme la calotte polaire sud, c'est à peu près le volume du Groenland. Donc 1000 à 2000 km de diamètre, 1000 à 2000 mètres d'épaisseur. Si les calottes polaires fondaient et que l'eau était répartie partout, c'est idiot parce qu'elle restait dans les creux, mais si on la mettait partout, à la louche, ça ferait 30 mètres d'eau sur Mars. Et sinon, il y a de l'eau sous forme de glace dans le sol. Alors, on le sait parce que Mars reçoit des rayons cosmiques, les rayons cosmiques font des réactions nucléaires qui émettent des neutrons, l'eau contient du deutérium, le deutérium ralentit les neutrons, rappelez le film de la bataille de l'eau lourde, et en mesurant de l'espace l'énergie des neutrons, on peut connaître la quantité d'eau qu'il y a, disons, dans les 2 premiers mètres superficiels du sol. Pour simplifier, il y a 10% d'eau, sous forme de glace, c'est qu'on appelle gelée l'hiver dans les 2 premiers mètres du sol. En dessous, on ne sait pas. Et sinon, Félix a gratouillé, s'est posé par 60 degrés d'altitude nord, il a gratouillé à quelques centimètres de profondeur, et à quelques centimètres de profondeur, c'est déjà blanc.
il y a de la glace dans le sol de Mars à quelques centimètres de profondeur. Par l'altitude de Phoenix, je pense que c'est 68 degrés de latitude nord. Donc il y a de l'eau, beaucoup. Et sinon, il y a beaucoup d'eau dans les roches de Mars. Le monsieur là qui plantait ses patates, il faisait son eau avec composant d'hydrazine. C'est d'une dangerosité monstrueuse. D'ailleurs, ça a tout sauté. Il y a une roche qui est très fréquente sur Mars qu'on appelle du gypse. On en voit partout. Si vous prenez 1 kilo de gypse, si vous le chauffez, il avait le monsieur là, tout le réacteur nucléaire, il avait toute l'énergie qu'il voulait. Par kilo de gypse, vous récupérez 100 grammes d'eau. Donc il était vraiment con de décomposer l'hydrazine avec un décomposé du gypse. Ça ne saute pas quand on chauffe. Donc il y a de l'eau sur Mars. Sur Terre, il y en a en moyenne, on va dire, 3000 mètres d'épaisseur. C'est l'océan. Sur Mars, on va dire que c'est 30 à 40 mètres. Donc vous voyez la proportion. D'autres questions? Bien que les ingénieurs et les techniciens soient très compétents, il leur arrive, je crois, de faire de grosses bêtises. Il me semble bien qu'il y a une sonde qui s'est écrabouillée parce qu'ils avaient confondu les pieds et les mètres. Il y a plein de sondes qui se sont écrabouillées. Ah, ce n'est pas les techniciens qui ont confondu, c'est pas un monsieur qui a confondu. C'est la NASA qui parle en mètres et les industriels qui parlent en pieds. Et dans le pays du libéralisme avancé, on fait tout faire par les industriels. La NASA le sous-traite à des industriels, c'est le dogme. Et là, mais en France, je vous raconte une anecdote qui montre que même les ingénieurs français de l'entreprise la plus sûre du monde, EDF, peut faire des conneries de ce genre-là. Ça se passe dans les années 75. À Grenoble, on fait un réacteur nucléaire pour produire des neutrons pour faire de la science. Comment il s'appelle? C'est le réacteur Léo Langevin, qui fait des neutrons pour faire de la radiographie, etc. Ça marche à l'uranium enrichi à 75%. Alors 75% d'uranium enrichi, c'est pas la vraie qualité militaire, mais avec ça on peut faire une bombe dégueulasse, mais qui ferait quand même un beau puff. La France fait de l'uranium enrichi à 5% pour ses centrales, à 98% pour ses sous-marins et ses bombes, mais elle ne le fait pas à 75%. Alors il y a trois solutions. Elle faisait une ligne pour faire de l'uranium, c'était pas facile. Elle prenait de l'uranium enrichi à 98%, elle diluait, c'était du gâchis, vu le prix de l'uranium enrichi, ou elle a acheté aux Américains qui refaisaient. Elle a fait ça, c'était pour la science, et on a acheté la somme de kilos d'uranium enrichi à 75%. Alors on a mis ça dans alors c'est pesé au gramme près, parce que vous imaginez s'il y a un voleur qui vole de l'uranium enrichi, les précautions avec lesquelles c'est fait. Donc on met ça dans le réacteur, alors j'imagine, au début il y a beaucoup d'uranium enrichi, alors on met un potentiomètre tout bas, parce qu'il s'arrête, puis plus le réacteur a tourné, moins il y en a, donc on consomme, on monte le potentiomètre, il y en a plus, il faut le changer. Et au bout, je ne sais pas, de 6 mois de service, ou d'un an, je ne sais plus, on était le potentiomètre à fond et ça faisait placer de neutrons. Il manquait de l'uranium enrichi. La presse n'en a évidemment pas parlé, hein. Elle parle de... On a vu les canaux de Mars, mais ça, de l'uranium enrichi avait disparu. Grosse enquête. Est-ce que les Américains nous auraient trompés? Est-ce qu'il y a un voleur Est-ce que les ingénieurs du CEA seraient trompés? Ce n'est pas possible. Hein. Ils arrêtent les noix, les radioactifs aux frontières, alors... Bon, c'est vous ce qui s'est passé. Eh bien, pour un plombier ordinaire, même un plombier de centrale nucléaire, 1 mètre cube d'eau, ça pèse 1 tonne. Mais ce réacteur était refroidi à l'eau lourde. Et 1 mètre cube d'eau, ça pèse plus d'1 tonne. Il avait confondu les volumes et les masses, donc il parlait en volume et il y avait plus de masse. Donc il fallait plus pousser le réacteur pour qu'il sorte autant de neutrons. Donc il y a des Américains qui font des pieds et les mètres, mais il y a des Français qui confondent les mètres cubes et les tonnes. Vous voyez, tout le monde peut se tromper. Il y a ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Mais c'est un secret, il ne faut pas le dire. Trop tard. Alors moi j'ai une question pour Arnaud. Donc sur son roman, donc on a un équipage humain qui vient sur Terre. Et dans ce roman, donc on a 4 hommes et 2 femmes qui vont vivre pendant plusieurs années, d'abord dans le vaisseau qui va vers Mars, puis sur Mars, puis ensuite il y a le retour. Et donc la question que je te pose, c'est quels sont
déjà, comment tu as imaginé la composition de cet équipage, y compris d'ailleurs sur le fait que il y a des médecins, il y a des assistants pour dédoubler les rôles importants. Est-ce que finalement, on a beaucoup étudié déjà à l'heure actuelle la composition d'un équipage humain Tout ce que je décris, c'est un équipage qui a été étudié, programmé pour la mission Mars, qui était d'abord prévue il y a quelques années et qui est reportée d'année en année. Je dirais pas s'inédier, mais bon, là on dit 2038, on verra. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, un équipage de 6 personnes, il ne fallait pas la parité, mais que ça serait 4 hommes et 2 femmes. 2 femmes valent largement 4 hommes. Donc moi je me suis basé là-dessus, et effectivement, après on voit que dans le cours de l'aventure, j'en profite en gros pas pour romancer, mais forcément quand il y a 4 hommes et 2 femmes, il peut se passer certaines choses, des sentiments, on est dans la vraie vie. Mais ils ont prévu ça, effectivement, la NASA, c'est assez précis. Tous les points que je cite sont des points qui sont prévus, tous les équipements qui vont être construits, c'est des équipements qui sont prévus. Donc moi, je me base simplement sur une mission Mars telle que la NASA l'a communiquée. Et autour de ça, je construis un récit de voyage qui est scientifiquement le plus juste possible avec les connaissances d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'interprétation de mettre plus de personnes, pas même, on va dire, l'âge des personnes, la qualification des personnes, le fait qu'ils soient doublés, le fait qu'ils aient des capacités qui se complètent, tout ça est étudié depuis des dizaines d'années. Ouais. Alors moi je trouve qu'ils ont oublié quelque chose quand même à la NASA, c'est qu'il me semble quand même que c'est important d'avoir un cuisinier vraiment qui connaisse bien son métier pour l'équipage, pour agrémenter un petit peu le voyage, et il n'y en a pas apparemment. Durant le transport, c'est lyophilisé. Dans les bases antarctiques, il y a un cuisinier pour le moral des troupes. C'est capital. Bon, ce sont des Américains. Non, les Antarctiques, la base Une dernière question, ça fait 2 heures que nous discutons, donc si vous avez des questions, il est temps de les poser, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où il faut clore. Oui, alors elle est un petit peu en 2 parties, d'abord scientifique et puis après peut-être plus sur du littéraire, mais comment vous pouvez vous assurer quand vous arrivez, quand vous allez faire de la recherche quelque part, que vous n'allez pas contaminer le lieu? Alors bon, on a eu de la chance parce que la Lune et Mars, il n'y avait pas grand-chose à contaminer, mais vous parliez d'Europe, vous aimeriez bien aller voir, je pense, s'il y a de la vie dans l'eau, comment on va s'assurer de ne pas contaminer ça? Et de l'autre côté, plus tard, quand on va peut-être aller sur ces autres planètes, comment s'assurer de ne pas être vraiment l'envahisseur, justement? Et est-ce qu'on ne va pas justement être le fantasme qu'on voit dans tous ces livres, l'envahisseur qui vient chez nous? Alors, d'abord, on y pense beaucoup. Toutes les sondes qui partent sont stérilisées au maximum. Mais on sait qu'on ne sait pas stériliser totalement. Donc c'est fait au maximum. Et on se dit sur Mars, si jamais il y avait un microbe, d'abord c'est pas grave, parce qu'il y a déjà eu des microbes qui sont arrivés sur Mars. Quand il y a une grosse météorite qui tombe sur Mars, et des morceaux de Mars qui arrivent sur Terre, grosse météorite sur Terre et des morceaux de Terre qui arrivent sur Mars. Donc des échanges Mars-Terre, il y en a eu. Donc il y a certainement des bactéries terrestres. On a fait des expériences, une grosse météorite peut envoyer des cailloux dans l'espace, et s'il y a des bactéries brûlées, donc en état de mi-ralenti, ça les tue pas. Et elles peuvent rester des années dans l'espace sans être tuées. Donc Mars a seulement des bactéries terrestres, mais si elles tombent là-bas, c'est pas grave. D'abord, il y a de l'eau de Javel, comme je vous ai dit. Pas de perchlorate, pour être précis. Et ensuite, il fait froid, elles étaient en ralenti, elles y resteront. Beaucoup plus sérieux, c'est les 2 satellites où on est à peu près sûr qu'il y a de l'eau liquide dessous. C'est tellement sûr qu'il y a des geysers qui jaillissent si on se lave. Eh bien, les 2 sondes qui sont mises en orbite autour de Jupiter, d'une part, et de Saturne, d'autre part, qui manœuvraient, qu'on peut leur photo, quand elles étaient à bout de carburant, on disait on ne pourra presque plus les manœuvrer. Si on ne les manœuvre plus, elles auraient tourné, puis peut-être un jour, elles seraient tombées sur un stade. Et bien, on les a précipitées sur Jupiter
pour Galiléo, sur Saturne pour Cassini, et ça fait une magnifique étoile filante, et ça a été stérilisé par le feu. Alors là, c'est radical. Quand on voudra vraiment étudier l'océan d'Europe, putain, là c'est un problème qui, pour l'instant, je ne sais pas comment il est résolu, il se pose le même quand on fait des forages sous les glaces antarctiques. Il y a des lacs, etc., plein de vie qu'on veut essayer d'étudier en l'abîmant le moins possible. Alors, je ne suis pas biologiste, mais il y a plein de vie sous-glaciaire sur Terre, de tout ça. Et la vie, de toute façon, on ne peut pas la stériliser. Non, ouais. Mais de toute façon, Mars a cherché des Terre. Et encore, le scientifique se pose la question. Ah oui. Mais l'explorateur ou Ah ben, Matt Damon, il a léché sur Mars, ça c'est pas... C'est un ami des échés, Richard. Normalement, le scientifique, il fera ses besoins dans un caisson. Alors je ne sais pas s'il le ramènera, s'il le stérilisera, mais il ne le mettra pas dans la nature comme ça. Les conquérants, les explorateurs ou les poètes, là, les poètes, j'ai un peu peur. Alors, dans ce sens-là, aucun des romans écrits sur Mars n'évoque ce problème. On considère qu'on arrive comme on est arrivé en Amérique du Sud, et avec la variole, et qu'on fait crever les éventuels martiens, on s'en fiche complètement. En revanche, dans l'autre sens, comme on a très peur, il y a un roman qui évoque le fait que les martiens nous balancent des rayons, et que ces rayons nous font muter, et on devient des martiens. Mais il y en avait un aussi où les terriens justement se défendaient soi-disant contre un envahisseur, et justement il y a eu un film récemment dessus. Je me rappelle plus du tout le nom. Mais dans l'autre sens, dans le sens où effectivement les extraterrestres, oui tout à fait. Il y a eu plusieurs films où les présences extraterrestres font en sorte de nous envoyer plein de saletés. Mais dans l'autre sens, non, on se pose pas les questions, on va envahir quelque part. On va occuper. On est les dominateurs, on est l'espèce qui veut, voilà. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une mission retour d'échantillons automatique qui avait été prévue. Elle devait partir en 2012. Et puis bon, c'est comme le tunnel de la Manche qui a été commencé sous Napoléon III et qui a été fini sous Mitterrand. Temps d'attente. Et donc, il va y avoir un retour d'échantillons. Pour étudier ces échantillons, a priori, il y a la surface de Mars est stérile, ce qui n'est pas forcément le cas de la profondeur. Mais les échantillons sont arrivés dans une capsule scellée, abominablement désinfectée en surface, et ça n'aurait été ouvert que dans des labos P4. Et le labo P4 de Lyon, si des échantillons martiens arrivent sur Terre et sont étudiés par des Français, ça sera au P4 à Lyon. Au moins aussi dangereux qu'Ebola, peut-être. On considère que c'est la dernière question, vous êtes bien sûr? Bien, alors il me reste à vous remercier tous de votre présence. Avant de remercier nos intervenants, à nous parler du prochain café. Oui, je veux dire. Le prochain café, c'est quoi, déjà? C'est l'expérimentation humaine. Et puis alors, merci à vous. Merci de votre compétence, c'est passionnant.